Bonjour à toutes et tous, monsieur le sous-préfet, monsieur le ministre, cher Mounir, monsieur le député, mon général, monsieur le président, madame la présidente, chère Véronique, monsieur le délégué général, cher Henri, monsieur le secrétaire général de l'INSP, mesdames, messieurs, chers amis, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui parce que ça fait quand même un moment que j'entends parler de ces fameuses rencontres du numérique. Faute ou grâce à Véronique et Henri. Et donc, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous parce que je pense que c'est un moment très important de l'année, un rendez-vous qui est devenu assez incontournable pour notre écosystème et qui montre bien que quand on rassemble toutes les personnes que vous êtes dans cette salle, mais pas que, parce que vous êtes rassemblés aussi par Numéum et le SIGREF toute l'année, mais quand on prend le temps, comme vous l'avez fait pendant ces 2 jours, on peut venir avec toutes les idées que vous venez d'exposer et qui, sincèrement, nous aident à toujours nous faire avancer dans nos réflexions de politique publique. Et donc, pour ça, sincèrement, merci. Vous nous tenez avec rigueur, exigence, en nous partageant ces idées. Et je sais que je peux toujours compter sur votre appui pour nous faire aller plus loin, pour nous aider à avancer, et que c'est un vrai travail collectif auquel je suis ravie de pouvoir participer, du coup, aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous citer les rapports que vous connaissez par cœur, que sont les rapports Letta ou Draghi pour commencer, mais quand on parle de compétitivité et de numérique, ce qui était le thème, je crois, de ces rencontres, je crois qu'il faut qu'on se le dise. Vous l'avez d'ailleurs montré aussi avec un certain nombre de données très précieuses que vous avez pu nous apporter hier, notamment sur le logiciel et le cloud. Quand on parle de numérique et de compétitivité, le constat est très clair. Donc, plutôt que de parler du constat, je vais essayer de vous parler de ma vision des solutions, qui est assez cohérente, fort heureusement, avec tout ce que j'ai pu entendre sur scène. Le constat est très clair, c'est celui que le numérique est au cœur de notre compétitivité. C'est pas une histoire de recherche technique dans des labos qui ne concernerait que certaines personnes, c'est bien un objet absolument fondamental pour la compétitivité de l'Europe. Et dans le contexte géopolitique singulier que nous connaissons, en général, vous parliez un petit peu à l'instant, monsieur le député, ce constat de l'importance du numérique, il dépasse d'ailleurs les enjeux économiques. Et c'est ce qui fait le moment que nous vivons absolument fascinant, parce que le numérique est aussi au cœur de la défense de notre autonomie stratégique, et donc de la défense de notre modèle. Cette question, elle n'est pas nouvelle. L'autonomie stratégique, le président de la République en parle depuis son discours de la Sorbonne en 2017, mais en l'espace de 25 ans d'ailleurs, pas seulement des dernières années, de 25 ans et des dernières années et des derniers mois, si je ne puis dire, elle a pris une importance absolument centrale. À mesure que sont apparus les nouveaux géants économiques, technologiques, autour desquels les ruptures technologiques majeures se sont concentrées, autour desquels le marché s'est concentré, et donc le pouvoir. Certains vont même jusqu'à parler de prédateurs. Je ne fais pas la publicité de ce livre, mais si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à y passer une petite heure. Force est de constater que ces géants ne sont que trop rarement européens. C'est un fait. C'est pas un jugement de valeur, je préférerais l'inverse, mais c'est un fait. Force est de constater que sur les technologies aussi essentielles que toutes celles que vous avez rappelées, que sont le cloud, la bureautique, nous avons développé des vraies situations de dépendance. Des situations de dépendance qui, aujourd'hui, sont autant de points de vulnérabilité. Vous l'avez très bien rappelé, monsieur le député. Il suffit de faire ce petit exercice collectif que nous avons fait quelques fois, pour certains d'entre vous présents dans cette salle dans les dernières semaines, mais de se rappeler la panne d'un prestataire de Microsoft l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment. C'était assez déroutant comme expérience, et je crois que ça nous a montré, si on avait besoin d'un exemple plus frappant, des conséquences de ces dépendances, de ces points de vulnérabilité qui sont les nôtres lorsqu'on a confié des technologies critiques au fonctionnement d'une grande partie de notre économie à des acteurs non européens. Et donc de comprendre l'importance de notre souveraineté numérique pour notre autonomie stratégique. Souveraineté, j'y viens. Je sais que le mot fait un peu grincer des dents parfois, mais je pense qu'il est important d'y passer un petit moment. Permettez-moi donc de clarifier ce que j'entends par souveraineté numérique. L'utilisation de ce terme, pour moi, ne doit pas faire rougir.
Au contraire, c'est une vraie nécessité dans le monde actuel. C'est d'ailleurs dans l'intitulé du ministère de l'économie et de la souveraineté industrielle et numérique. Mais qu'on soit bien clair, la souveraineté numérique, c'est pas tourner le dos au monde. En tout cas, c'est pas du tout comme ça que je le vois. Mais c'est construire ensemble la liberté de choisir. Je crois que c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui. C'est qu'il y a beaucoup d'outils, de logiciels, de technologies pour lesquels nous avons perdu cette liberté de choix. Choisir les meilleures solutions, sans s'enfermer dans nos dépendances, sans renforcer nos vulnérabilités. Choisir les meilleures solutions dans les secteurs les plus stratégiques. L'intelligence artificielle, bien sûr, la cyber, vous en avez parlé, le cloud, les logiciels, le quantique, pour n'en citer que quelques-uns. La souveraineté numérique, c'est bien sûr une responsabilité politique. Vous avez raison, cher Henri, nous avons l'occasion d'en discuter bien souvent. C'est à l'État de décider des règles qui s'appliquent, de fixer un cap stratégique, de développer des politiques publiques, d'innovation, de faire des choix pour l'intérêt général, de définir les règles du jeu et, vous avez raison, monsieur le député, de les faire appliquer. Bien sûr, c'est quand même la base. Mais je crois profondément que la souveraineté numérique, c'est aussi et peut-être avant tout un projet collectif. Et c'est ce que j'aime dans ces rencontres et c'est ce que j'aime dans l'engagement qui est le vôtre au SIGREF et à Numéum. Le président de la République a parlé de patriotisme économique. Là encore, le mot a été perçu de différentes manières. Et je sais que le sujet est difficile. J'ai moi-même été du côté de l'entreprise pendant plus d'une dizaine d'années. Je sais que quand on est un chef d'entreprise, qu'on a des choix à faire, dans le contexte en plus d'instabilité géopolitique qui est le nôtre, on a beaucoup de choses déjà à s'occuper. Mais le contexte justifie qu'on se pose cette question, peut-être plus que jamais encore. En tout cas, il la rend beaucoup plus visible. Et je crois que c'est ce qui est important parce que dans cette visibilité, il y a une opportunité. Oui, l'État doit accompagner l'innovation, défendre ses entrepreneurs. Je crois que vous savez mon attachement à la cause et que contrairement à ce qu'on peut entendre parfois récemment, non, nos entrepreneurs n'empoisonnent pas le monde, ils n'exploitent pas les gens pour accumuler des dividendes. Ils innovent, vous innovez, vous développez notre pays, vous développez les solutions dont on a tant besoin pour notre souveraineté numérique. Et si ça n'était pas clair, mais j'espère que ça l'est, je serai toujours à vos côtés. Mais je pense que nous ne pouvons véritablement avancer que si nous avançons tous ensemble. État, entreprises, associations, comme l'illustre d'ailleurs la création tant attendue, je sais que ça a été un peu lent parfois, du CSF de confiance, du CSF de sécurité quelques semaines auparavant, il y a quelques jours, et le SIGREF et Numéum, vous qui rassemblez tous les acteurs dans cette pièce, tous les acteurs responsables de ces choix très stratégiques que sont ceux des solutions numériques, vous êtes donc en première ligne, en quelque sorte, dans ce projet collectif d'appui aux politiques publiques. Première ligne pour défendre notre compétitivité, bien sûr, notre souveraineté aussi, et notre avenir, surtout. Notre stratégie doit répondre, je pense, à 3 objectifs, mais ça fait un peu écho à ce que j'ai entendu, et je m'en réjouis. Premièrement, l'identification et la réduction de nos dépendances. Deuxièmement, la protection de nos intérêts, vous l'avez rappelé, monsieur le député. Et troisièmement, l'investissement dans les technologies de demain. Car je crois, avec une grande fermeté et détermination, à une souveraineté numérique positive et conquérante, et non pas un protectionnisme. Renforcer notre souveraineté requiert donc d'abord un diagnostic éclairé. Vous avez été nombreux à le dire dans tous les différents groupes de travail. Nous avons besoin de connaître nos dépendances. Connaître pour mieux agir, c'est nécessaire pour bâtir notre stratégie industrielle cohérente, pour concentrer nos principaux investissements sur nos principales vulnérabilités. Nous en discutions, chère Véronique. Partir de cette information, la comprendre, la maîtriser, c'est absolument crucial et je vous remercie d'avoir mené ces travaux. J'ai pris connaissance hier, peut-être quelques jours un peu auparavant, pour pouvoir voir comment vous pouviez nous aider à avancer sur cette question. Nous sommes fortement dépendants. Ça, il n'y a pas trop de doute, je crois qu'on s'accorde à le dire. Plus de 90% des suites collaboratives utilisées, 75% des systèmes d'exploitation, 80% de l'hébergement de données sont fournis par des entreprises non européennes. C'est la réalité des chiffres qui sont devant nous. Et vous le savez mieux que personne. Nous avons besoin de comprendre finement toute la chaîne de valeur, tous les maillons de cette chaîne, pour décider ceux sur lesquels nous voulons investir, ceux sur lesquels peut-être il faudra moins concentrer les efforts. Et c'est pourquoi j'ai lancé avec le comité stratégique de filière numérique de confiance et avec l'appui du CPE un observatoire de la souveraineté numérique. Alors
je sais, on a déjà eu ces idées auparavant, mais je crois sincèrement qu'il nous faut, et je sais qu'ils y travaillent déjà, un état des lieux bien complet, bien rigoureux, actualisé de nos dépendances technologiques pour orienter nos choix stratégiques, éclairer nos politiques industrielles à tous les niveaux de décision. Je sais aussi donc pouvoir m'appuyer sur vos travaux et j'étais très heureuse d'entendre que dans les différentes mesures, recommandations qui ont été faites, celle de travailler, vous, ensemble, à la compréhension de vos vulnérabilités a été citée. D'ailleurs, j'étais tout à l'heure avec des collectivités et sachez qu'ils font aussi ce même travail. Ils se sont réunis avec France Urbaine pour définir ensemble une méthodologie de compréhension de leur dépendance, de leur vulnérabilité technologique. Comme quoi, il y a des choses qui changent. Bien. C'est la première étape. La deuxième étape, vous l'avez cité, monsieur le député, pour une compétition saine, il faut des règles du jeu équitables. Et j'entends très souvent que l'Europe régule trop. Ayant été moi-même dans des petites entreprises, je sais parfois que ces normes nous ralentissent. Et pourtant, finalement, à ce que vous avez dit, monsieur le député, je suis convaincue qu'il ne faut pas tout mélanger et qu'il y a des régulations européennes qui nous permettent de réaffirmer simplement des choses très simples, mais des choses déterminées auxquelles on croit, nos principes pour l'innovation. C'est le cadre du DMA, vous avez cité, de dire avec conviction, et je crois que c'est une conviction toute personnelle puisque j'ai passé plus de temps dans des petites entreprises que dans des grandes entreprises dans ma carrière, que c'est bien la concurrence qui crée l'innovation. Je crois qu'il ne faut pas se laisser embarquer dans le fait que la régulation, ce mot chapeau qu'on a un peu instrumentalisé pour faire passer des idées d'une Europe un peu affaiblie qui ne ferait que faire des textes. Mais derrière ce mot, il y a plusieurs réalités. Et la réalité de cette conviction, elle est absolument fondamentale parce que c'est en cassant les positions de monopole qu'on peut créer de l'innovation, qu'on peut créer les conditions de l'innovation. Et d'ailleurs, ça ne vous aura pas échappé, il semblerait que de l'autre côté de l'Atlantique aussi, ces questions soient dans le débat. C'est bien qu'il y a une vraie raison de se poser ces questions, et il y a notamment une raison, en tout cas un choix qui a été fait en européen, c'est de poser ce cadre et de le faire respecter. En témoignent les quelques décisions qu'il y a eu en début de semaine. Bon, pour autant, même si je me réjouis que ce cadre ait été respecté et qu'on ait eu quelques amendes, je ne me réjouis pas de mettre des amendes. Je pense que ça, c'est important de le rappeler aussi. Mettre des amendes, c'est bien, mais si la condition de l'innovation, c'est bien la concurrence loyale, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est plutôt l'innovation. Donc oui, faire respecter nos cadres, on y veille très attentivement et on est très unis, je pense que ça, il faut que vous le sachiez, en Européens, pour ne pas mettre dans la balance géopolitique actuelle les règles d'accès à notre marché. Nous sommes 450 millions d'Européens, donc notre marché est un marché très important, avec des intérêts commerciaux, guerre commerciale, que d'ailleurs nous n'appelons absolument pas de nos voeux. Mais cela doit aussi, et bien sûr, nous amener à réfléchir comment on peut innover davantage dans ces règles de marché pour pouvoir offrir des alternatives, offrir cette liberté de choix, j'y reviendrai. Avant de reparler d'innovation, peut-être un petit mot sur la protection. Pourquoi la protection et pourquoi renforcer notre souveraineté requiert de protéger nos intérêts et nos actifs stratégiques? Je crois que je parle à une salle de convaincus, mais la protection des données sensibles de nos entreprises, de nos administrations, s'affirme chaque jour davantage comme une absolue nécessité pour protéger nos intérêts économiques, bien sûr, mais là encore, pour protéger aussi notre confiance dans l'entreprise, dans les institutions. Je pense que c'est important d'en prendre pleinement conscience. J'étais encore tout à l'heure avec un certain nombre d'élus de la préfecture. Merci, monsieur le sous-préfet, de votre accueil aujourd'hui. Et chaque attaque, chaque fuite de données d'une entreprise, d'une administration, contribue à faire perdre confiance aux citoyens dans le numérique. Or, si on veut un numérique innovant qui embarque tout le monde, il y avait la question de l'inclusivité dans la compétitivité, j'y reviendrai, parce que c'est bien sûr très important. La question de la confiance et de la protection, elle est fondamentale. Parce que c'est en donnant confiance aux utilisateurs qu'on pourra accélérer l'innovation aussi. Et c'est pourquoi, quand on voit la multiplicité des cyberattaques, on a aussi décidé d'agir en européen avec un projet de loi que je transpose en ce moment en droit national qui s'appelle Résilience et qui fait écho à tout ce que j'ai entendu tout à l'heure sur scène, c'est que les attaques auxquelles nous faisons face, non seulement elles sont toujours plus sophistiquées, plus variées, plus automatisées, plus insidieuses, mais en plus, elles concernent tout le monde. Je ne compte pas le nombre de chefs de toutes petites entreprises qui m'ont dit « mais moi, je me suis fait attaquer, je suis patron d'une chocolaterie, j'aurais jamais imaginé que ça pouvait m'arriver ».
Je suis une toute petite collectivité, j'avais pas nécessairement beaucoup de données, j'aurais jamais imaginé que ça pouvait m'arriver. Et là encore, je crois qu'il y a bien sûr le rôle de l'État, de la puissance publique, avec résilience, de mettre un certain nombre de règles quand on est une entreprise, une collectivité, une entité qu'on dit stratégique, sur des domaines d'activité stratégique. La santé, les hôpitaux, la sécurité, la gestion de l'eau. On doit avoir un minimum d'obligations sur la compréhension de ces risques et surtout sur la préparation et la résilience face à ces risques. Mais c'est aussi, bien sûr, un projet collectif, parce que ça ne doit pas être l'apanage des grandes structures, mais bien utiliser ce projet de loi pour ensemble construire une vraie culture de la cybersécurité. C'est ce que je vous invite à faire, et je sais que vous avez déjà répondu présent, SIGREF et Numéum, et je vous remercie, parce que ça doit être, selon moi, ce projet de loi, une vraie prise de conscience collective sur le sujet de la cybersécurité. Il y a eu beaucoup d'idées de publicité, j'imagine aussi des campagnes de sensibilisation que je pense peuvent être assez marquantes sur l'enjeu de la cybersécurité. Je crois qu'il faut vraiment qu'on pousse en ce sens, en tout cas, c'est ce que je veux faire au travers de ce projet de loi. Et rappeler, au travers de cette sensibilisation, que oui, il y a un coût associé avec la cybersécurité, je l'entends, le nombre de petites entreprises qui me disent qu'ils n'ont pas forcément les moyens, de petites collectivités aussi. Mais ce coût est bien moindre face au coût d'une attaque, et que c'est un investissement absolument important pour la résilience de son entreprise, pour la résilience de son entité, et puis pour convaincre ses clients et la confiance de ses clients. Nous continuerons d'ailleurs à accompagner les plus petites entreprises. Il y a des dispositifs qui ont fait qui ont déjà été menés et qui ont porté leurs fruits, comme Cyber PME, qu'on continuera à déployer. Et là aussi, je compte sur vous pour nous aider à les rendre toujours plus performants et nous aider à ce que ce soit des dispositifs utiles. La question de la sécurité, vous l'avez très bien cité, elle ne s'arrête pas aux attaques, elle concerne aussi la protection de nos données sensibles. Et là, j'irai assez vite parce que je crois que toutes les personnes dans cette salle connaissent mon opinion sur la question, mais que certains dirigeants prennent conscience de la vulnérabilité qu'ils ont à laisser leurs données sur des serveurs soumis aux lois extraterritoriales, serveurs non européens, et donc de laisser leurs données sensibles, je crois que c'est une bonne chose. On a beaucoup commenté certains propos dans les médias, mais ce que ça me dit, ou ce que ça nous dit, en tout cas moi ce que j'y vois, que je trouve absolument fondamental, c'est que ce sujet, c'est plus seulement le sujet de tous les DSI ou CTO en très bon français dans cette salle, mais c'est un sujet de dirigeants. Et que des dirigeants du CAC 40 se posent cette question proactivement, je pense qu'encore une fois, c'est une opportunité pour nous de réaffirmer notre projet européen, et c'est une bonne chose. On a été précurseurs en France pour protéger les données, mais oui, je vous rejoins, nous ne sommes pas allés assez loin, au niveau européen notamment, et vous le savez, je continuerai inlassablement à porter ce combat au niveau européen, d'avoir une certification européenne. Le choix, bien sûr, ça a été dit par Benoît tout à l'heure, le choix, donner le choix de pouvoir mettre ces données les plus sensibles dans des serveurs sécurisés. C'est un projet et un combat que je fais le mien au niveau européen. Et je vais vous le dire très simplement, nous ne lâcherons pas et nous n'accepterons pas de certification au rabais. Enfin, j'y viens, notre compétitivité, notre souveraineté ne peut passer que par l'innovation. J'en suis 100% convaincue, mais je pense que beaucoup d'entre vous l'êtes aussi dans cette salle. Et sur ce point-là, je suis très fière d'appartenir à un gouvernement qui n'a jamais changé de cap et qui croit et qui continue de croire dans l'innovation, dans le progrès scientifique. Un peu étrange de le dire comme ça, mais je crois que dans le moment actuel, il faut le rappeler. Nous avons fait beaucoup depuis 2017 avec notamment France 2030 qui a été lancé maintenant depuis 3 ans, investi déjà plus de 38 milliards d'euros dans les technologies de demain pour rattraper un certain retard industriel en regardant la réalité en face. Et ça a porté ses fruits pour un certain nombre de dispositifs. Alors oui, la situation budgétaire, beaucoup de personnes y ont fait allusion et je les remercie. Ça veut dire que je pense qu'on a une prise de conscience collective qui est absolument importante pour trouver des réponses. La situation budgétaire, vous la connaissez, elle est difficile. Elle est difficile et on se doit d'être responsable. Mais les choix que nous aurons à faire ne sacrifieront pas l'innovation. Je pense que ça, c'est important de le rappeler. Ne sacrifieront pas notre avenir. Le Premier ministre l'a rappelé il y a 2 semaines lors du comité interministériel sur l'innovation. Nous continuerons à soutenir ce plan France 2030, à soutenir l'innovation, y compris, bien entendu, dans le numérique. Nous avons déjà soutenu à hauteur de 2 milliards d'euros et 373 projets, si ma mémoire est bonne, un certain nombre d'innovations de demain dont nous avons cruellement besoin. Et sur toute la chaîne, cette question de l'investissement, elle reste absolument fondamentale. Vous avez parlé de compétences, de talents,
continuer à soutenir des dispositifs comme la création des clusters IA partout sur le territoire, parce que ça ne peut pas être un sujet de Parisiens, ça doit être un sujet absolument dans lequel on met toutes les compétences, toutes les forces vives de notre pays. C'est ce qu'on fait, je sais que cette région y prend sa part, et donc on continuera à soutenir l'investissement dans l'innovation et la recherche pour avoir les talents dont nous avons plus que jamais besoin. Et sur toute la chaîne, jusqu'à la semaine dernière, cet appel à projet que j'ai réannoncé, qu'on continue à bien sûr porter pour pouvoir accompagner les solutions de cloud, d'hébergement, avec moyens très conséquents, plusieurs dizaines de millions d'euros, pour renforcer nos acteurs français, européens, renforcer notre capacité à pouvoir apporter aux clients, que vous êtes aussi dans cette salle, des solutions qui sont performantes, innovantes et qui sont européennes. Mon message est donc assez simple et positif. Il y avait aussi une recommandation de faire de la communication positive. Je m'y attelle. Pour ceux qui me connaissent, je crois que c'est ma détermination aussi, bien sûr. Et donc les offres européennes, elles sont là. Je pense qu'il faut sortir de cette petite tendance d'un peu d'auto-flagellation qu'on a parfois, de se dire ah, on n'est pas à la hauteur, on n'a pas ci, on n'a pas ça. On a de très belles solutions européennes. Et donc bien sûr, il faut qu'on lance cet effort collectif pour s'en emparer, tous ensemble, pour soutenir ces solutions, parce qu'elles sont performantes, et puis parce qu'elles participent à ce projet d'indépendance et de compétitivité européenne. J'ai conscience de la difficulté du sujet dans lequel je rentre. Et que l'État et les administrations, je l'ai très bien entendu, et je vous remercie d'ailleurs des travaux techniques qui ont été mentionnés rapidement sur l'extraterritorialité dans les appels d'offres. Tous ces travaux sont absolument utiles et je fais une ambition personnelle de pouvoir avancer sur cette question de l'exemplarité de l'État et de regarder tous les outils qui sont à notre disposition pour avancer, parce que la première des batailles, ça a été très justement dit, c'est l'achat, c'est la commande. Passer d'une logique de subvention à une logique d'achat, je veux dire, c'est peut-être parce que je viens du privé, mais ça me paraît absolument fondamental, c'est ce que j'ai porté dans mes fonctions précédentes, parce que toutes les entreprises auxquelles on parle, et je crois que vous serez bien d'accord, elles préfèrent largement 1 euro d'un client qu'1 euro de subvention. Et donc, il faut qu'on puisse accélérer rapidement sur cette question. J'ai entendu parler d'indicateurs de performance. Ça m'a rappelé aussi à mes souvenirs. J'ai demandé exactement ça, que soit mis en place à la direction des achats de l'État un suivi très spécifique pour qu'on puisse partir, encore une fois, des faits et des chiffres pour mesurer la part des solutions françaises et européennes dans les achats numériques publics. Bon, on part d'assez loin. Je crois que d'ailleurs, l'objectif qui a été discuté tout à l'heure, c'était 1%. Je pense qu'on peut faire quand même un peu mieux collectivement, mais en tout cas, il faut qu'on puisse suivre, mesurer et voir comment nos politiques publiques se retrouvent dans les achats de l'État. Nous serons très exigeants, nous serons transparents et nous serons cohérents sur ce point-là. Nous travaillons aussi à revoir la question de la préférence européenne. Ce n'est pas un gros mot, ou peut-être plutôt ce n'est plus un gros mot. Pendant longtemps, ça a été quelque chose qu'on s'est interdit en européen. Et quand Ursula von der Leyen, en début d'année, mentionne la préférence européenne, c'est une première victoire. Alors, on aura une vraie victoire quand elle sera vraiment dans les textes, mais c'est une première victoire parce que c'est un combat que nous avons porté, la France, depuis maintenant quelques temps, et que nous continuerons à porter. Et donc, je travaille avec mes équipes en ce moment à la définition de ce que ça voudra dire pour le numérique, et je m'appuierai aussi sur tous les travaux qui m'ont été présentés à l'instant pour que ça devienne une réalité. Enfin, donc, et c'est peut-être le plus important, et je finirai par là, la question qui nous a occupé, celle de la compétitivité, je crois qu'elle doit nous rappeler que dans cette époque un peu chahutée, un peu turbulente, dans cette époque où notre modèle même est parfois chahuté, parfois par nos plus proches alliés historiques, la question de notre modèle est une question de compétitivité, plus que jamais. Je crois qu'en fait, la façon dont tout ce contexte géopolitique se recompose, ça nous fait regarder en face quelque chose que je trouve très positif, encore une fois, et très enthousiasmant, c'est que le projet européen, de par sa nature, c'est un projet qui devient de plus en plus singulier, ça c'est peut-être un peu étonnant, mais qui devient de plus en plus puissant. Parce qu'allier la science, l'attachement à la diversité, à l'inclusion, à la durabilité, réaffirmer ces valeurs, réaffirmer le fait qu'en Européens, nous construisons une tech fidèle à un progrès profondément humaniste, c'est un outil de compétitivité. Et je crois qu'il faut, en tout cas, moi j'y crois dur comme fer, je pense que c'est notre opportunité plus que jamais de réaffirmer ces valeurs
au service de la compétitivité, au service d'une Europe plus que jamais puissante. Et donc je vous remercie pour tous les travaux qui nous permettent d'y contribuer. Merci. Je vous invite, Madame la Ministre, je crois que vous devez partir vers 16h15, à rester encore un petit quart d'heure avec nous, à vous prendre place sur ce fauteuil. Et j'invite à nous rejoindre le président du SIGREF et la présidente de Numéum pour un échange sur ces sujets. Véronique Torner, Emmanuel Sardet. Merci beaucoup et c'est vraiment un vrai plaisir pour nous d'écouter les propos qui résonnent. Je ne cache pas que dans tous les débats, quand on met les entrepreneurs, les entreprises ensemble, ils convergent juste et rapidement vers la puissance publique devrait faire plus. Et donc, il nous a fallu beaucoup de rigueur pour organiser et se dire, nous aussi, il faut qu'on travaille. Et donc, on retient, et c'est le moment de ce contrat de filière. Alors, on sait qu'avec les entreprises de Numéum qui sont cotées offres, et puis les grandes entreprises que nous sommes, administration publique et entreprises, on avait là, nos associations sœurs, c'est-à-dire elles existent en Allemagne avec Voice, 400 entreprises, en Belgique avec Beltug qui était là, et puis aux Pays-Bas avec CIO Platform. Donc c'est pour ça qu'on a fait cet atelier un peu particulier. Alors ce contrat de filière, si on devait leur raconter et leur demander de venir avec nous, on va dire faire un stepping, puisqu'on était on était en anglais, comment on pourrait leur vendre? Et on a bien vu comment, ensemble, les quatre, il y a 6 mois, on arrivait, Henri, c'était compliqué de mettre les 4 marques sur la même page où il y avait « mais non, mais nous, on a la filière automobile qui n'est pas tout à fait d'accord sur le H+. » Puis en 3 mois, là, je crois que toutes les semaines, on a une prise de parole ensemble et on se voit quasiment 2 fois par mois pour complètement aligner dans les 4 pays. Et maintenant, on regarde au-delà et on espère qu'on va pouvoir influencer. Mais comment cette notion de filière peut porter plus loin dans ces pays-là? Quelles seraient vos recommandations? Merci pour la question. J'ai fini par cette note un peu enthousiasmante, mais je pense que c'est un très beau témoignage de ce que je tentais de dire à la fin de mon discours, qui est qu'on vit une époque qui peut, si on prend le virage dans le bon sens, nous permettre d'accélérer sur, je pense, certaines convictions que beaucoup de personnes dans cette salle portent depuis longtemps, je sais. Et donc, il faut absolument qu'on s'en saisisse. Peut-être rappeler, mais je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, ce qu'est le contrat de filière très rapidement. Mais l'idée du contrat de filière, en fait, c'est celle-là, c'est celle du collectif. C'est-à-dire comment on organise toute la filière, 200 entreprises, l'État, les associations, pour travailler ensemble et se dire quelles sont les grandes priorités sur lesquelles il faut qu'on avance collectivement pour faire avancer la cause du développement du numérique de confiance. Et je pense que je sais que ça a été un travail, Michel Paulin ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais je tiens quand même à le saluer parce que ça a été un travail long sur lequel il s'est beaucoup investi, ainsi que toutes les personnes qui ont travaillé avec lui, parce qu'il fallait mettre tout le monde autour de la salle et puis parce qu'il fallait arriver à créer ce collectif. Mais je suis persuadée que c'est ce collectif qui nous permettra de vraiment franchir le cap. C'est l'alignement entre la politique industrielle et les entreprises et les associations qui nous permettent d'avancer. Et vous avez une question très juste sur comment est-ce qu'on pousse ça au niveau européen. Alors, au niveau du gouvernement, je ne vous cache pas que je passe beaucoup de temps en ce moment avec mes homologues sur les mêmes questions, parce que de la même façon que vous le vivez, je pense, on a la même dynamique qui se met en place et c'est une très bonne chose. On travaille notamment en particulier avec l'Allemagne, qui est très moteur et très mobilisé pour qu'on recrée une relation bilatérale très ambitieuse sur la question du numérique, la Pologne aussi. Donc on le fait au niveau des gouvernements. Et au niveau, disons, du cadre plus collectif, il y a plusieurs initiatives, mais je vous en citerai une que j'ai trouvée très intéressante pendant le sommet pour l'IA et sur laquelle je pense qu'on peut continuer à s'appuyer. On avait une initiative qui s'appelait European Champion Initiative,
en bon français, qui rassemblait une cinquantaine de grands groupes européens, une cinquantaine d'acteurs de l'innovation, et qui sont venus nous partager des recommandations de comment ils peuvent mieux travailler ensemble. Donc c'était assez intéressant. Et donc c'était sur l'IA, vu que c'est le sommet pour l'IA. Mais maintenant que ce groupe existe, je pense que c'est une très bonne base de travail pour ouvrir cette question, qui en fait est la même hein, dans beaucoup de pays européens, de la collaboration entre les solutions tech européennes et les grands groupes et les administrations, sur lesquelles je pense qu'on peut capitaliser. Merci. Là, c'est à mon tour de te poser une question. On avait prévu de te poser tout un tas de questions, mais en fait, on est pris par le temps. Alors, je vais t'en poser une. Évidemment, on est rassemblés ici, sur ces rencontres numériques de Strasbourg, autour du jeu collectif. Tu as parlé du comité stratégique de filière qui est aussi s'inscrit dans le jeu collectif. Mais dans ce jeu collectif, là, et tu l'as salué, le fait qu'on arrivait à former avec Numéum, SIGREF, et puis il y a d'autres associations qui sont présentes hein, ici. Le fait qu'on arrivait un petit peu à sortir nos couloirs de nage traditionnels, d'échanges entre clients et fournisseurs, pour être dans une démarche entre pairs, discuter de cet avenir du numérique qu'on désire ensemble, un avenir français et européen. Mais tu sais que en fait, ce jeu collectif, on doit aussi l'organiser à plus grande échelle. Tu connais le projet que nous portons également avec Emmanuel sur l'équipe de France du numérique, qui a une ambition qui est finalement d'aller rassembler tout l'écosystème numérique français dans toute sa diversité, puisque le comité stratégique de filière, il rassemble finalement les éditeurs de solutions françaises. Là, nous, on s'est réunis avec le SIGREF, mais on ne reflète pas toute cette diversité de l'écosystème. Il y a une partie des territoires qui sont représentés ici, des acteurs qui sont des spécialistes de la cybersécurité, d'autres qui sont spécialisés dans d'autres thématiques. Donc voilà, le projet de l'équipe de France, c'est de rassembler vraiment tout l'écosystème. Et je trouvais que c'est peut-être intéressant que tu nous dises qu'est-ce que tu penses de cette initiative et puis quel rôle tu vois tu peux jouer aussi pour nous accompagner en fait dans ce rassemblement de tout l'écosystème. Je pense que c'est fondamental. Et je ne sais pas si j'ai déjà eu l'occasion de parler de ça d'ailleurs sur scène, mais je me suis souvent demandé, notamment dans les dernières semaines où il y avait quand même beaucoup de commentaires assez négatifs sur les entrepreneurs, pourquoi, d'où ça vient et comment on a pu basculer là. Et je me demande, mais ça reste à l'état de la réflexion, mais l'intuition que j'ai, c'est qu'on a fait beaucoup pour valoriser l'entrepreneuriat et c'est une bonne chose. Et quand on voit que 50% des jeunes se rêvent entrepreneurs, alors que c'était moins de 10% il y a encore 7 ans, 8 ans, qu'on a des entrepreneurs qui ont transformé nos quotidiens. Enfin, on oublie que Blablacar, Doctolib, pour ne prendre que des sujets du quotidien, mais ensuite, si on passe sur la recherche, Akemia qui transforme la manière dont on cherche des solutions au cancer. Enfin, on a beaucoup d'entrepreneurs formidables dans notre pays, et pourtant, et beaucoup, si j'ouvre même d'entreprises formidables dans notre pays, et pourtant, on a ce sentiment depuis un petit temps qu'il y a un peu une antagonisation de ce monde-là. Et je me demande si, justement, la réponse, c'est pas le collectif. Parce qu'en valorisant beaucoup cette aventure entrepreneuriale, cet esprit entrepreneurial, cette fameuse French Tech que je connais quand même très bien, on a fait quelque chose de génial, c'est qu'on a créé un collectif, on a créé la dynamique d'aller au front ensemble, travailler ensemble, de créer une reconnaissance du modèle entrepreneurial, de créer ce réseau de capital French Tech formidable sur tout le territoire qui accompagne au plus près du terrain. Mais du coup, quand on crée ensemble, on crée un groupe. Et je crois que notre avenir, il peut être qu'en ouvrant les frontières de ce groupe. Et en travaillant, grands groupes, start-up, Numéum, SIGREF, toutes les associations qui sont dans cette salle, je ne sais pas combien sont là, je pense qu'on va dépasser ça et on pourra porter en fait, ce projet encore plus loin, plutôt que de le garder dans sa singularité. À mon sens, la singularité, elle est positive parce qu'elle crée cet engouement, cette visibilité, cette attractivité. Mais maintenant, je crois que notre avenir, il se joue en ouvrant les portes et en s'assurant qu'il y a énormément de collaboration qui se joue entre les grands groupes, les startups, entre les labos de recherche, les startups, entre toutes les différentes associations. C'est fondamental. Et je sais que vous travaillez là-dessus. D'ailleurs, j'avais apprécié aussi l'effort que vous avez fait pendant le sommet pour l'action sur l'IA, de travailler avec le MEDEF à ce Tour de France de l'IA. Ça montre bien à quel point on casse les frontières, on casse les silos. Et on en a vraiment besoin, et j'irais jusqu'à dire qu'on en a besoin au niveau européen aussi. Peut-être que, par exemple, il faudrait arrêter de compter les licornes pays par pays.
ou les levées de fonds. Se dire, oh là là, on est repassé derrière l'Allemagne au premier trimestre. Si on enclenche une dynamique beaucoup plus collective aussi au niveau européen, je pense qu'on pourra faire de grandes choses. Il y a eu beaucoup de questionnements sur la fragmentation du marché dans les différents ateliers de travail, mais ça passe aussi, je crois, il y a bien sûr le rôle de l'Union européenne, l'investissement en européen, mais ça passe aussi par une conscience collective d'être plus collectif, justement. Donc je salue bien sûr l'initiative et tout ce que je peux faire pour vous être utile, pour le rendre concret, bien sûr, je suis là pour ça. Et tous, je sais que vous l'avez déjà proposé, de m'appuyer. Votre travail est très précieux. Je pense par exemple au projet de loi résilience dont je parlais sur la cybersécurité. Le fait d'avoir le point de vue, la perspective très opérationnelle de chacun des écosystèmes que vous représentez, c'est absolument fondamental. Donc merci pour ça. Je crois qu'on va pouvoir libérer comme ça la ministre et qu'elle pourra prendre son train confortablement. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que merci beaucoup. Merci d'être là.